Chapitre 90. Nous avons dit qu'après Pierre de Portugal devait venir l'école des vieillards, mais entre la tragédie et la comédie, deux terribles drames se passaient, l'un à Madrid, l'autre à Paris. À Madrid, on faisait un martyr, à Paris, on exécutait un coupable. Le martyr s'appelait Riego, le coupable avait nom Castin. Riego était né en 1783 dans les Asturies, ce qui lui faisait 40 ans accomplis. Il était d'une famille pauvre mais noble, et lors de l'invasion de 1808, il s'était engagé comme volontaire. Devenu officier, dans le régiment même où il s'était engagé, il avait été fait prisonnier et conduit en France. Renvoyé en France à la paix, il était parvenu, toujours dans le même régiment, au grade de lieutenant-colonel, et ayant entraîné ce régiment à l'insurrection, il avait, appuyé par lui, proclamé la Constitution de 1812 à Cabezas de San Juan. On verra plus tard que l'on voulait y exposer sa tête, afin que cette bouche muette et ses yeux fermés par la mort témoignassent qu'il ne faut qu'un jour à la royauté pour être cruel et au peuple pour être ingrat. Le 27 septembre, il avait été arrêté à Cadix. Disons quelques mots de cette arrestation et de cette mort surtout qui, malheureusement, est presque de l'histoire de France. Après sa dernière défaite, le général Riego errait dans la montagne avec une vingtaine de compagnons d'armes appartenant tous comme lui au parti libéral. 15 de ces fugitifs étaient des officiers. Tous épuisés de fatigue et de faim, ils ne savaient où chercher un abri, ni à qui demander leur nourriture, lorsqu'ils aperçurent deux hommes. Ils marchèrent droit à eux. Ces deux hommes étaient l'ermite de la terre de Pétroguil et un habitant de Vélez nommé Lopez Lara. Le général les prit à part. « Mes amis, leur dit-il, vous avez l'occasion de gagner une fortune. »« Que faut-il faire pour cela ?» demandèrent les deux hommes. « Il faut me conduire sain et sauf à la Carolina, à Carboneras et à Novas de Tolosa. Et là, je trouverai des amis qui me conduiront à leur tour en Estramadure où j'ai affaire. » Soit que la course leur parut trop longue, soit qu'ils se doutassent avoir affaire à des proscrits, l'ermite et son compagnon refusèrent. Mais alors Riego les arrêta, les fit monter sur deux mules, et leur déclara que de gré ou de force il servirait de guide à sa troupe. On attendit la nuit, et l'on se mit en route. Pendant qu'on marchait dans les ténèbres, Riego entretenait ses compagnons des différents événements qui venaient de se passer, de sorte que l'ermite et Lopez Lara devinèrent bientôt qu'ils avaient affaire au célèbre Riego. Dès ce moment, Lopez Lara ne songea plus qu'à une chose, au moyen de faire tomber Riego entre les mains des autorités royalistes. Au jour, il fallut s'arrêter. On se trouvait près de la ferme de Baquevizones. Riego annonça qu'il allait y demander un asile. En conséquence, il donna l'ordre à Lara de frapper à la porte. Lara obéit. Le hasard fit que ce fut son frère qui vint ouvrir. Ce frère se nommait Matteo. Lara comprit que c'était un renfort que le hasard lui envoyait. Riego, pensant qu'une escorte trop considérable pourrait le trahir, ne voulut permettre qu'à 3 de ses compagnons d'entrer avec lui. Un de ses compagnons était un Anglais. Et plus défiant encore que Riego, il se hâta de refermer la porte derrière lui et d'en mettre une clé dans sa poche. Puis, après avoir donné l'avoine aux chevaux, on se reposa dans l'étable, chacun ayant près de lui son épée nue. 3 dormaient, tandis que le 4e faisait le guet. En s'éveillant, Riego s'aperçut que son cheval était déferré. Il ordonna à Lopez Lara de le faire ferrer sur le champ. « Soit, répondit celui-ci, je vais l'emmener à Argios, et là, je le ferai ferrer. »« Non, répondit Riego, toi, au contraire, tu resteras ici, et Matteo fera ferrer le cheval, non pas en le conduisant chez le maréchal Ferrand, mais en amenant ici le maréchal Ferrand. » Lopez eut l'air de se conformer avec indifférence à cet ordre, mais en le transmettant à son frère, il eut le temps de lui dire « Celui auquel appartient le cheval est le général Riego. » « C'est bien, dit Matteo. Fais en sorte qu'il soit à déjeuner quand je reviendrai. Ne quitte pas l'endroit où il se trouvera et ne le perds pas de vue. » Matteo revint et fit signe à son frère que la commission était remplie.
Puis, à Riego, « Seigneur, dit-il, comme dans 5 minutes le maréchal Ferrand sera ici, il serait bon que vous déjeunassiez si votre cheval ferré vous comptez vous remettre en route. » Riego, sans méfiance, se mit à table. Mais il n'en était pas de même de l'Anglais. L'Anglais, à une fenêtre, une lunette à la main, inspectait la grande route. Tout à coup, il vit apparaître une vingtaine d'hommes armés conduits par un alcade. « Ah, général, s'écria-t-il, nous sommes trahis, voici des soldats. »« Aux armes » cria Riego en se levant. Il eut le temps de jeter le cri, mais non d'accomplir l'action. Lopez et Matteo sautèrent sur leurs carabines et couchèrent en joue les proscrits. « Le premier qui fait un mouvement est mort » cria Lopez. « C'est bien, dit Riego, je me rends, mais prévenez seulement les soldats qui arrivent de ne point nous faire de mal puisque nous sommes vos prisonniers. » Les soldats entrèrent, conduits par l'alcade. « Embrassez-moi, mon frère, dit Riego à l'alcade, et ne nous maltraitez point. » Après quelques difficultés, l'alcade embrassa Riego. Mais malgré l'embrassade, il lui annonça qu'il allait lui lier les mains. Alors Riego tira de sa poche tout l'argent qu'il avait sur lui et le distribua aux soldats en leur recommandant de le traiter avec humanité. Mais l'alcade défendit aux soldats de rien accepter. Un quart d'heure après, le commandant civil d'Argüelles arriva avec une garde qui emmena les prisonniers à Andújar. À l'entrée, des prisonniers dans cette ville ont voulu les mettre en pièces. Riego était accompagné d'un officier français. Arrivé en face du même balcon d'où, 1 an auparavant, il avait harangué le peuple, il lui montra la foule qui l'environnait, hurlante et le menaçant du poing et des couteaux. « Ce peuple, lui dit-il, ce peuple que vous voyez si acharné contre moi, ce peuple qui sans vous et sans l'escorte qui me protège m'aurait déjà égorgé, ce peuple, l'année dernière, me portait ici même en triomphe. Toute la nuit, la ville fut illuminée, et ceux-là même, je les reconnais, qui m'assourdissaient aux cris de « Vive Riego », sont ceux qui crient aujourd'hui « Mort à Riego ». Riego fut conduit au séminaire des nobles. Son procès dura plus d'1 mois. Un décret, en date du 1er octobre, jour même où, délivré de sa prison, il était arrivé au port Sainte-Marie, dégrada le général de tous ses honneurs. En conséquence, il fut jugé par une cour civile. Le roi d'Espagne trouvait 2 avantages à distraire le général d'une cour militaire. Premièrement, il était sûr que la cour civile condamnerait Riego à mort. Deuxièmement, prononcée par une cour civile, la mort était infamante. C'est un si doux manger que la vengeance qu'il ne faut rien perdre de son assaisonnement. Le 4 novembre, on conduisit Riego du séminaire des nobles à la prison de la Tour. La cour n'avait pas obtenu tout ce qu'elle avait demandé. Le fiscal requérait que Riego fût condamné au supplice du gibet, que ses biens fussent confisqués au profit de la commune, que sa tête fût exposée à Cabezas de San Juan, que son corps fût coupé en 4 quartiers, dont l'un serait porté à Séville, l'autre à l'île de Léon, le 3e à Malaga et le 4e exposé à Madrid, au lieu accoutumé de ces sortes d'expositions. Ces villes, ajoutait le fiscal, étant les points principaux où le traître Riego avait soufflé le feu de la révolte. Les alcades accordèrent la mort par le gibet et la confiscation des biens, mais quant aux 4 quartiers, ils refusèrent. Un jour, il est vrai que c'était vers la fin du XVe siècle, les habitants d'Imola, petite ville de la Romagne, trouvèrent en se réveillant les 4 quartiers d'un homme pendant chacun à un croc aux 4 coins de la place. On reconnut l'homme coupé en 4 quartiers pour un Florentin, et l'on écrivit à la magnifique République afin de la prévenir de l'accident inattendu qui était arrivé à l'un de ses concitoyens. La République s'informa près de Machiavel, son envoyé dans les légations. Machiavel se contenta de répondre « Magnifique Seigneur, je n'ai qu'une chose à vous dire à propos du cadavre de Ramiro d'Orco, que l'on a trouvé coupé en 4 quartiers sur la place d'Imola. C'est que l'illustre César Borgia est le prince qui sait mieux faire et défaire les hommes selon leur mérite. »
C'était bien contrariant pour le roi d'Espagne de ne pouvoir défaire Riego à la manière dont Borgia avait défait Ramiradorco, mais il fallut se contenter de la clé, du gibet et de la confiscation. C'était déjà bien joli, on en conviendra. Le 5 novembre, à midi, on lut à Riego sa sentence. Il l'écouta avec beaucoup de calme. Ce calme effraya les juges. C'était d'un mauvais exemple que Riego mourut bien. On le conduisit à la chapelle, et sous prétexte que rien ne dispose mieux à la pénitence que le jeûne, on cessa dès ce moment de lui donner à manger. 2 moines l'accompagnèrent dans son cachot et ne le quittèrent plus. À la sortie de la prison, dans la rue, il put voir une table qui portait un crucifix et sur laquelle les passants déposaient leur aumône. Cette aumône était destinée à payer les frais de la messe et des funérailles. Le 7, à 9 heures du matin, la prison était assiégée par plus de 30 000 curieux. Un nombre plus considérable encore était répandu sur toute la route et formait la haie de la place de la prison à celle du supplice. Riego avait demandé que les troupes espagnoles fussent seules présentes à ces derniers moments. Cette faveur, à laquelle la France dut ne pas tremper un coin de son drapeau blanc dans le sang du malheureux Riego, lui fut accordée. À 12h30, après 50 heures de jeûne, le général fut amené à la porte extérieure de la prison. Il était pâle et défait. On lui avait enlevé son habit d'uniforme et on l'avait revêtu d'une robe de chambre attachée autour des reins avec une corde. Il avait en outre les pieds et les mains liés. Il fut couché sur une claie avec un oreiller sous la tête. Des moines marchaient aux 2 côtés de cette claie pour lui donner les secours spirituels. Un âne conduit par le bourreau traînait la claie. Le patient était précédé et suivi d'un corps de cavalerie. Il était difficile, quelle que fût la curiosité des assistants, qu'ils vissent bien le général. Sa tête retombait sur sa poitrine, et 2 ou 3 fois seulement il eut la force de la soulever pour répondre aux ecclésiastiques qui l'exhortaient. Le cortège mit 1 heure à peu près à se rendre de la prison au lieu du supplice. Arrivé au pied du gibet, le général fut enlevé de la claie, tout souillé de poussière, et placé sur la première marche de l'échafaud. Là, il se confessa. Ensuite, on le tira le long de l'échelle, car ayant les pieds liés, il ne pouvait monter. Pendant ce temps, un prêtre demandait à Dieu de lui pardonner ses offenses, comme il pardonnait lui-même à ceux qui l'avaient offensé. Arrivés à une certaine hauteur, ceux qui soulevaient le patient firent une halte. On commença l'acte de foi, et au dernier mot, le général fut lancé du haut de l'échelle. Presque au même instant, et comme le prêtre prononçait le mot Jésus-Christ qui lui servait de signal, le bourreau sauta sur les épaules du martyr, tandis que 2 hommes se suspendaient aux jambes et complétaient le groupe hideux. 2 fois le cri de « Vive le roi » se fit entendre. La première fois poussé par le tiers des spectateurs à peu près, la seconde fois par quelques personnes seulement. Puis un homme sortit de la foule, s'avança jusque sous l'échafaud et frappa le corps de Riego d'un coup de bâton. Le soir, le cadavre fut transporté dans l'église voisine et enterré dans le Camposanto par la confrérie de la Charité. On ne sut rien des derniers moments de Riego, personne n'ayant pu pénétrer jusqu'à lui, et les moines, ses ennemis acharnés, ayant tout intérêt à jeter de la défaveur sur ces derniers moments. Le dernier des Gracques, en expirant, dit Mirabeau, jeta en l'air la poussière imprégnée de son sang, de là naquit Marius. Rico a laissé un chant, de ce chant naîtra une révolution, et de cette révolution, la République.